parfois peuvent être dues des douleurs dans l'épaule gauche, ce qui peut indirectement... Ça, ce n'est pas précisé et c'est pas évalué surtout. Je m'intéresse au discours hein, et aux arguments de la personne. C'est pas mal cette définition. Et ça c'est important de le dire parce que ce qui peut arriver n'arrivera pas nécessairement. Vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va appeler Mathias. Effectivement 6 millions pour le coup c'est beaucoup, mais ouais. Ça veut pas dire grand chose, tu vois. Ça s'appelle un appel à la popularité. Cette prise en compte globale, en binôme avec Jonas Reckermann. Comment il l'a découvert? C'est peut-être ça la réponse à la question de tout à l'heure. Tant mieux pour lui, parce que ça c'est un témoignage de patient. Là, petit rappel historique, j'espère. À la fin du 19e siècle, j'adore. Après de 60 ans, Andrew Taylor Still, une troisième technique fait son chiant, apparition. Je sais. Parenthèse fermée. Ce nouveau-né a tout juste 3 jours. Il n'arrive pas à téter. Son réflexe de succion n'est pas assez développé. Sous l'angle de la nature, un bébé qui n'est pas capable de prendre le sein est un bébé qui est en danger. Des gestes tout en douceur pour stimuler le potentiel d'auto-guérison de l'organisme. C'est le principe de l'ostéopathie, une approche thérapeutique plébiscitée par de plus en plus de patients. Ça veut dire quoi de plus en plus? Cette discipline en plein essor semble même séduire davantage que la médecine conventionnelle et suscite de grands espoirs. Ça veut dire quoi en plein essor? Et comment on arrive à dire que ça séduit, entre guillemets, plus que la médecine traditionnelle? On aimerait simplement trouver une solution pour que la douleur cesse. Ah oui, on va parler de migraine aussi apparemment. Pourtant, les ostéopathes souffrent d'un défaut de reconnaissance dans de nombreux pays. Les effets de l'ostéopathie relèvent du bien-être et non de la médecine. Ça me rappelle quelqu'un. Les praticiens élaborent de nouveaux procédés afin de prouver l'efficacité de leur discipline. Quel procédé? C'est l'introduction donc. Cette étude nous permet d'objectiver cette démarche et d'analyser comment le traitement influe sur la mobilité du corps. Ok. Donc on va parler... L'ostéopathe cherche toujours à cerner l'élément déclencheur de la maladie. Voilà, donc on va avoir des définitions d'ostéopathie. Et on essaie de remonter le temps. On essaie de remonter, de voir quelle est la cause. On va avoir des témoignages. Les symptômes sont notre porte d'entrée pour examiner le corps tout entier. On va parler migraine. On va parler études scientifiques apparemment. Médecine par les mains. Dans quel cas est-elle bénéfique? Et quelles sont ses limites? Voilà, ça c'est typique du reportage Arte. L'idée c'est de nous faire un état des lieux à un instant T pour qu'on ait le maximum d'outils pour pouvoir soit réfléchir, soit aller continuer à avoir notre propre avis. Et ce qui est typique d'Arte, c'est que généralement ça nous laisse notre libre arbitre et ça nous fait vraiment... ça nous expose les faits de manière relativement neutre. Et c'est ça qu'on en attend en fait. Un tiers des nouveau-nés qui voient le jour à l'hôpital privé d'Antony, dans les Hauts-de-Seine, passent entre les mains expertes de Jean-Marie Briand, ostéopathe. Cette mère et son enfant vont bientôt quitter l'établissement, mais le bébé ne parvient pas à téter au sein. C'est ce qu'on a vu dans l'intro, ça. Des glaires qui remontent. Parce que on ne les aspire plus, les bébés, ici. On fait plus d'aspiration. Et donc, de temps en temps, il y a des glaires qui remontent des poumons et qui font ça. Les glaires ne sont qu'un aspect du problème. Tout le corps du nouveau-né semble contracté. L'ostéopathie permet de soulager ces tensions grâce à de légères pressions exercées au niveau des muscles, mais aussi en encourageant la mobilité des organes internes. Des manipulations crâniennes très subtiles peuvent en outre agir sur le système nerveux central. Comment? Vous voulez bien lui donner votre petit doigt à téter? Petit bout de chou. Mettez-le, voilà, comme ça. Voilà. Voilà, super. Un premier pas dans la bonne direction. Seul le temps dira si le problème est vraiment résolu. Ça c'est juste. Seul le temps dira si le problème est résolu, mais il ne faut pas confondre seul le temps dira si le problème est résolu avec
la résolution du problème égale efficacité de l'ostéopathie ou efficacité de l'approche de monsieur. Notre but à nous, c'est d'aider la nature, donc c'est d'essayer de l'aider dans ce qu'il a du mal à faire. Un peu comme un professeur de gym aiderait un bébé, un enfant plus grand à taper dans un ballon. C'est-à-dire lui apprendre les gestes qu'il a du mal à faire. C'est pas mal cette définition. Quelques heures plus tard, le bébé est au sein. Ses parents n'avaient jusqu'alors jamais fait appel à un ostéopathe. Ils ont l'air contents, les parents. C'est vraiment quelque chose qui, sur les quelques minutes de manipulation que le praticien a fait à notre bébé, ça l'a soulagé. Ses prises de sein étaient beaucoup plus correctes. C'est que du positif par rapport à cette expérience. L'ostéopathie est pratiquée en France depuis la fin des années 1950. Quelle est la place du réconfort des parents, de l'apprentissage de certains gestes de la part du praticien auprès des parents? Quelle est la place de l'évolution naturelle que le bébé aura pu avoir sans intervention? Ça, ce n'est pas précisé. Et c'est pas évalué surtout. Comme en Allemagne, les honoraires sont libres et ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Je pense que l'ostéopathie devrait être accessible à absolument tous les patients. C'est-à-dire que, effectivement, la population un peu bobo qui souvent vient nous voir, ben souvent c'est des bébés qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas réellement besoin de nous. Et les bébés qui ont vraiment besoin de nous, souvent on ne les voit pas. Comme les soins ne sont pas remboursés, effectivement ça sélectionne les patients simplement par la question de l'argent. Il y a un truc intéressant là. On est face à quelqu'un, donc je m'intéresse au discours et aux arguments de la personne. On est face à quelqu'un qui défend l'ostéopathie et qui défend l'ostéopathie pour son efficacité, au sens où il voudrait que tout le monde y ait, que tout le monde y ait accès. Ok, c'est parfaitement louable. Donc lui, il y croit profondément et puis il vante les mérites. Très bien. Mais parallèlement, il se base essentiellement sur son expérience, ce qui est un argument comme un autre. Hein, c'est une façon de prouver les choses peu fiable mais intéressante. En revanche, ce qui est gênant, c'est qu'il se base sur son expérience tout en disant que les échantillons qu'il utilise de son expérience ne sont pas représentatifs de la population. Ce qui nous fait ce qu'on appelle, je crois, un biais de sélection. C'est-à-dire que la sélection des patients qu'il a vus, et il le dit lui-même, n'est pas représentative de la population. Ça représente essentiellement des gens qui n'en ont pas besoin, alors que en fait, les gens qui en ont besoin... Donc, il y a une espèce de contradiction dans ces arguments qui mériterait d'être étayé, ou pointé du doigt en tout cas. Plus en plus nombreux à plébisciter la thérapie alternative. En Allemagne, où elle n'est implantée que depuis les années 1980, 6 millions d'adeptes lui font confiance chaque année. Et alors? Est-ce que ça a un nom, ça? Ça a un nom. Bah, vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler Mathias. On va appeler Mathias, qui est un obsédé de la science et de la méthodologie scientifique. Et je vous mets son compte Insta ici. Et on va l'appeler pour lui demander comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle l'argument d'autorité. C'est-à-dire... hop, voilà, notre ami Mathias. Allô? Allô? Allô Mathias? Ouais, tu m'en... Ouais, je te dérange pas? Non, dis-moi tout. Oui, je suis en train de faire donc la vidéo sur... j'essaie de faire une critique, une analyse critique de l'ostéopathie, enfin du documentaire Arte sur l'ostéopathie. Et à un moment donné, ils disent, pour essayer de montrer qu'il y a on va dire une légitimité et un intérêt croissant pour l'ostéopathie, ils disent qu'il y a 6 millions de personnes qui consultent chaque année. Et comme pour vanter les mérites, en fait, c'est l'interprétation que j'en ai, moi, en tout cas. Comment ça s'appelle, cette méthode? Ça s'appelle un appel à la popularité. D'accord. Et comment c'est défini? Il n'y a pas... Ben, grosso modo, tu prends le chiffre le plus élevé que tu trouves et ça vient appuyer le fait que comme c'est populaire, alors c'est apprécié. Mais en fait, quand c'est populaire, ça ne veut pas forcément dire que les gens adhèrent aux propos.
Ouais. En fait, ça ne quantifie pas le nombre de gens qui sont satisfaits de l'ostéopathie, tu vois. D'accord. Donc en fait, on t'annonce un chiffre qui paraît élevé, effectivement 6 millions pour le coup c'est beaucoup, mais Ouais. ça veut pas dire grand chose, tu vois. Si tu prends le nombre d'abonnés d'Instagram d'un individu, qu'est-ce que ça dit sur lui? Ça signifie simplement qu'il y a un certain nombre de personnes qui le suivent. Est-ce que ces personnes aiment son contenu? C'est encore autre chose, tu vois. Oui, c'est-à-dire que c'est comme si on disait il y a X personnes qui suivent Nabila, ça témoigne essentiellement d'une appétence ou d'une envie ou de la population à suivre ce genre de choses, mais on ne sait pas pourquoi. Et non, on ne sait pas pourquoi. En fait, il n'y a rien qui t'indique dans ce chiffre le pourquoi. Il faudrait investiguer les causes de cette popularité. D'accord. Bon, ok, super. Si j'ai besoin d'un autre biais cognitif, je te repasse un coup de fil. Ça te va? Je te remercie. Salut, à plus tard. Avec plaisir, ciao. Nombreux sont les médecins, les praticiens de santé et surtout... En espérant qu'après, dans la suite du reportage, ils expliquent ils essayent de comprendre ce qui pourrait expliquer le succès, entre guillemets, la popularité de l'ostéopathie. Les kinésithérapeutes qui se forment à l'ostéopathie. Myriam Keitel va passer prochainement son examen final. J'avais atteint les limites de la kinésithérapie. Régulièrement, je me sentais impuissante face à certains patients, alors qu'à l'évidence, il y avait moyen de faire autre chose. Je veux traiter le corps dans sa globalité, comprendre d'où viennent les douleurs et pourquoi elles refusent de disparaître. L'Académie Steel à Mülheim, dans la Ruhr, propose une formation de 6 ans à temps partiel et coûte 20 000 € à la charge des participants. Les apprenants acquièrent ici une connaissance approfondie du corps humain et des principes fondamentaux des thérapeutiques manuelles. Il faut comprendre les fonctionnements du corps humain et les fondamentaux du corps humain. Ce n'est pas la particularité de l'ostéopathie, hein. C'est n'importe quelle discipline médicale. En gros, chaque discipline médicale va apprendre les fondamentaux du corps humain, du psychisme, des interactions de tous les systèmes, et ensuite va se spécialiser dans une façon de traiter. Le mouvement caractérise la vie. Lorsque les différentes parties de notre corps entrent en interaction, elles forment une chaîne cinétique. Parfois, nous effectuons des mouvements conscients, comme tendre le bras, courir ou danser. Mais ils peuvent aussi être inconscients. Un muscle qui se contracte sous l'effet d'une tension ou le simple fait de respirer. Si notre mobilité est entravée, ne serait-ce que localement, tout le corps se trouve déséquilibré. Si un muscle est entravé, tout le corps se trouve déséquilibré, non. Déséquilibré, déjà, il faudrait le définir. Et ensuite, si quelque chose est entravé, ça peut entraîner un déséquilibre, ça peut entraîner une compensation. Et ça, c'est important de le dire parce que ce qui peut arriver n'arrivera pas nécessairement. C'est une chose qui est importante parce que, en fait, là, c'est la voix off qui dit ça. Donc, il y a un objectif quand même dans ce qui est dit, c'est d'appuyer le concept d'ostéopathie, qui ne me dérange pas, hein. Encore une fois, je le dis, je suis ostéopathe. Ce qui me dérange, c'est de dire, et je ne le dis pas aux patients, c'est voilà, vous n'avez pas de mobilité, ou vous avez peu de mobilité, ou vous avez une dysfonction, ou vous avez un manque d'utilisation, ou une mauvaise utilisation, enfin bref. Dans tous les cas, je ne sais même pas comment l'appeler, et il est possible. Voilà, ça peut entraîner quelque chose. On va voir si, en travaillant dessus, ce quelque chose s'améliore, etc. Petite parenthèse. Et les mauvaises postures qui en résultent peuvent occasionner des douleurs. Alors là, peuvent occasionner des douleurs, ok. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'une mauvaise posture? Ah oui, mais c'est une question. Une fois par semaine, Myriam Keitel retrouve ses camarades de formation pour une séance de travail collective. Aujourd'hui, dernier jour de révision avant l'examen final. Ouh, stress au maximum. Non, c'est bien. Laisse peut-être les pouces un peu plus longtemps. Pour établir son diagnostic, l'ostéopathe recherche le lien de cause à effet entre l'origine du problème et sa manifestation. Cherche à faire des suppositions. À quoi peuvent être dues des douleurs dans l'épaule gauche? Ah. Alors, l'épaule gauche, ça me fait penser à l'estomac, qui est en contact avec le diaphragme
Ce qui peut indirectement avoir une incidence sur l'épaule. On peut aussi examiner le bassin, qui est relié au genou par l'intermédiaire des muscles, lequel est lui-même rattaché au pied. Alors comme je l'ai dit dans le podcast avec Étienne Bulidon, dont je vous mets ici l'Instagram, et vous irez voir, enfin si vous irez écouter son podcast si vous voulez, des liens anatomiques, on peut en faire dans tous les sens. Hein. Des liens entre le haut de la tête et le pied, on peut en faire dans tous les sens. Des liens anatomiques, je dis bien, hein. C'est pas, ne serait-ce même que les artères, la lymphe, les nerfs, la peau, ça fait des liens. Après on peut faire des liens ligamentaires, des liens musculaires, des liens de fascia, etc. On peut faire des liens. C'est pas parce qu'on peut faire des liens anatomiques que ces liens anatomiques ou ces liens fonctionnels vont forcément avoir une incidence ou vont créer du symptôme. Alors évidemment, là, elle est en train de passer ses examens, en tout cas de réviser avec des profs, donc elle est obligée de dire ce que les gens attendent d'elle. En revanche, ça mérite de prendre un peu de recul vis-à-vis de la simplification des propos. Parce que quand on... Je laisse, mais quand on dit problème avec l'épaule gauche, eh ben on pense d'abord à l'épaule gauche. On pense pas d'abord à l'estomac. Il étudie tous les indices à sa disposition pour rechercher la cause des symptômes et les obstacles à la guérison. Que veut dire guérison? Je suis chiant, hein. Je suis très chiant, mais... On est très bien préparé. On s'est beaucoup vu pour débattre et s'interroger ensemble. Les nouvelles idées fusent, et c'est comme ça qu'on avance, tout en approfondissant nos connaissances. Approfondir ses connaissances, c'est bien pour avancer, hein. Évidemment, c'est phénoménal, fondamental, je veux dire. Mais ce n'est pas en discutant ou en essayant de, j'allais dire, se monter le bourrichon entre personnes qui sont relativement du même avis. Ce qui fait vraiment avancer la réflexion, c'est 1, approfondir ses connaissances, naturellement, et 2, confronter son avis à des opinions contraires. Cette prise en compte globale de l'organisme est très prisée des sportifs, notamment des professionnels, qui doivent en permanence donner le meilleur d'eux-mêmes. On va parler du sport. Julius Brink enseigne le beach volley à des jeunes. En 2012, il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres, en binôme avec Jonas Reckermann. Dans ce sport, les deux joueurs forment une équipe et doivent pouvoir compter l'un sur l'autre. Alors instinctivement, c'est pas un rigolo lui. Mais argument d'autorité. Quand on fait partie d'une équipe, ah non, pas argument d'autorité. Appel à la popularité. La fin de la saison. Une fois qu'on a intégré ça, on essaie de faire en sorte d'être toujours au meilleur de ses capacités et de tenir la distance physiquement. Ok. L'ancien sportif de compétition a testé toutes les méthodes naturelles permettant de se maintenir en forme. Lesquelles? C'est ainsi qu'il a découvert l'ostéopathie il y a une vingtaine d'années. Comment il l'a découvert? C'est peut-être ça la réponse à la question de tout à l'heure. Je me suis rendu compte que toute la panoplie des soins en kinésithérapie, c'est-à-dire surtout les cataplasmes et les massages, ne m'apportait pas grand-chose. Toute la panoplie des soins en kinésithérapie, massage et cataplasme, bah non, c'est pas de la kinésithérapie. Non, c'est pas de la kinésithérapie ça. Ce qui m'a frappé en revanche, c'est que mon ostéopathe a commencé par étudier toutes les radios que j'avais faites dans ma vie. Par exemple, à l'occasion d'une fracture du bras quand j'étais petit. Aucun intérêt. Ça m'a paru être un bon point. À tous les coups, ah bah voilà, il le dit. Ça lui a paru être un bon point, c'est-à-dire qu'il est tombé sur des kinésithérapeutes qui faisaient que des massages et ils mettaient un peu de chaud, etc. Et qui ne s'intéressaient pas vraiment à lui ou à son cas. Qui faisaient pas un travail global, bon bref, qui faisaient pas vraiment de la kinésithérapie. Et du coup, l'ostéopathe qu'il a rencontré, et tant mieux pour lui, parce que ça c'est un témoignage de patient, tant mieux pour lui qu'il ait trouvé quelqu'un avec qui faire du bon travail et progresser, et puis souffrir le moins possible, tant mieux pour lui. Mais dommage qu'il ait été obligé de tomber sur des mauvais praticiens, ou des praticiens qui ne font pas leur métier correctement, pour en arriver à l'ostéopathie. C'est dommage que ce soit ce cheminement. Un kinésithérapeute classique n'en aurait peut-être pas tenu compte. Et du coup, il globalise en pensant que tous les kinésithérapeutes classiques correspondent aux kinésithérapeutes qu'il a vus avant et qui faisaient que des massages. Ses muscles et ses articulations, Julius Brink a dû subir une opération de la hanche et mettre un terme à sa carrière professionnelle. À force de trop stimuler ses... reste fidèle à l'ostéopathie. À force de trop... Là, la voix off, je suis un petit peu moins tolérant forcément avec la voix off parce qu'il y a une réflexion derrière. À force de trop solliciter, etc., ses articulations, il a été obligé de se faire opérer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Notamment pour soigner ses douleurs au genou.
Donc là, il consulte un ostéo pour ses douleurs au genou. Penche-toi. Son ostéo. Les mains vers les pieds. David Wenkel, ostéopathe et kinésithérapeute, a suivi durant quelque temps l'équipe olympique allemande de beach volley. Il connaît donc bien son patient, mais commence chaque séance par une phase d'observation générale. Appel à l'autorité. Y a-t-il des déséquilibres, des zones où le mouvement est restreint, des blocages dans la colonne vertébrale? Ces informations essentielles permettent au praticien de se faire une image globale du corps et d'affiner son diagnostic. Une douleur dans le genou peut en effet avoir de multiples causes. Plein. On est bien d'accord. Suspect numéro 1, les fléchisseurs de la hanche. Comme pour l'épaule tout à l'heure. Suspect numéro 1, des douleurs de genou. Le genou. Pas la hanche. Des muscles puissants et abondamment innervés Encore moins. qui assurent la jonction entre la colonne vertébrale, le bassin et le fémur. Encore moins uniquement deux muscles. S'ils sont contractés ou enflammés, le système nerveux peut transmettre des douleurs intenses jusqu'au genou. Trop schématique. La piste de la zone lombaire doit également être étudiée. Un blocage ou une hernie discale peut affaiblir les muscles et occasionner indirectement des problèmes de genou. Enfin, les os du tarse ne sont pas à négliger. Si cette partie du pied manque de mobilité, les conséquences peuvent se propager jusqu'au genou par l'intermédiaire des ligaments tibio-fibulaires. Pas mal de choses à dire là-dessus. Si vous avez un problème au genou, allez d'abord voir s'il n'y a pas un vrai, réel problème médical au genou. C'est aussi simple que ça. Est-ce que les ménisques, est-ce que les os, est-ce que... Enfin, je sais pas. Allez d'abord faire un petit bilan avec un kiné ou avec un orthopédiste ou avec un généraliste pour voir si votre genou est en bon état. Ensuite, quels sont vos symptômes? Quels sont les types de douleurs? Quand est-ce que c'est provoqué? Quand est-ce que c'est soulagé? Depuis quand? Est-ce qu'il y a eu un mécanisme lésionnel ou pas? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes? Etc. etc. D'abord, on va investiguer le genou. Et ensuite, on fera quelque chose d'un petit peu plus global. On va d'abord zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. C'est cette alternance-là. On ne peut pas systématiquement considérer que pour régler un problème de genou, il faut être tout le temps en train de dézoomer. Il faut jongler. Pied fléchi. Une fois que l'ostéopathe s'est constitué une idée précise de l'état des fonctions du corps, il peut intervenir sur ces structures et initier des changements. Si tout se passe bien, l'organisme va ensuite réintégrer les séquences de mouvements correctes et restaurer son propre équilibre grâce à ses capacités d'auto-guérison. Quand on se coupe, qu'on se casse un os ou qu'on tombe malade, notre corps enclenche tout de suite des mécanismes de guérison. Il y a un musée, Andrew Taylor Still. Mais il faut accompagner ce processus. Le praticien ne guérit pas le corps. Il apporte son regard et définit certains paramètres. Il donne un coup de pouce, mais c'est le corps qui fait tout le travail. Oui, ça c'est relativement bien dit. Comme dans à peu près toutes les professions. L'ostéopathie se trouve aux États-Unis, plus précisément à Kirksville, petite ville du Missouri. Et là, petit rappel historique, j'espère. À la fin du 19e siècle, j'adore. Une méthode de traitement voit ici le jour qui bouleverse les conceptions de la médecine de l'époque. Aujourd'hui, Jason Axton est à la tête du musée de médecine ostéopathique, la plus vaste collection au monde consacrée à cette pratique et à son inventeur, Andrew Taylor Still. Ça va être génial ce musée. Vers l'âge de 10 ans, Andrew Taylor Still a été pris de maux de tête violents et persistants. La légende des... Il a tendu une corde entre deux arbres et a posé sa nuque dessus. Oh, il avait plus mal. Cet étirement a suffi à modifier sa circulation sanguine et à soulager la douleur. Cet étirement a permis de redonner la circulation sanguine. Alors qu'il n'était qu'un enfant. C'est une belle petite légende. On ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. Andrew Taylor Still comment il a est un réfléchi. médecin de campagne. Passionné par l'organisme humain, il étudie les os et les articulations, dissèque des muscles, des nerfs et des organes. Très bien. Mais à 36 ans, il est frappé par une tragédie. En l'espace d'un mois, il perd 3 de ses enfants d'une méningite. Still est au désespoir et commence à douter de cette médecine en laquelle il a eu toute confiance pendant de longues années. Il affirme que la médecine, avec ses saignées, ses cautères et ses poisons à petite dose, n'est pas efficace et peut mettre en danger le patient jusqu'à lui coûter la vie. Il prône le retour à des traitements naturels
et conseille de se concentrer sur le régime alimentaire, l'exercice, l'hygiène mentale et de remettre d'aplomb ce qui est mal aligné. Ça, c'est global. Le médecin innove et teste des méthodes non conventionnelles. Dans son cabinet situé dans cet immeuble de Kirksville, il exerce son art en se servant exclusivement de ses mains. Et de sa Il tête. avait le sentiment d'enrichir cette médecine qu'il aimait, dans laquelle il croyait malgré tout, et qu'il voulait rendre plus efficace. Il n'avait pas l'impression d'enfreindre ses principes. Pourtant, son approche était tellement différente qu'il a été moqué et ostracisé. Comme n'importe quelle personne qui a envie de faire un peu changer les choses. Après de 60 ans, Andrew Taylor Still reste pourtant fidèle à son idée. Et c'est très bien. Il met au point une méthode de traitement manuel qu'il baptise ostéopathie, du grec ostéon, l'os, et pathos, la souffrance. En 1892, il ouvre à Kirksville la première école d'ostéopathie. Il encourage la formation des femmes. Quel est le rapport? Cette nouvelle médecine, qui ne passe que par les mains, fait très vite parler d'elle. Quel est le rapport? Excusez-moi, ça doit avoir un biais ça aussi. En gros, faire une aparté qui n'a aucun rapport avec l'ostéopathie, comme quoi il encourageait l'éducation des femmes. Je sais pas, c'est peut-être un biais ça. Donc on va redemander à Mathias. Là. Allô? C'est à nouveau moi. Yes, dis-moi tout. À un moment donné, il faut une biographie de Andrew Taylor Still. Et c'est assez stylé parce que bon, tu as des images d'archives et bon, j'adore quand il y a un schéma historique qui amène à mieux comprendre ce qui s'est passé. Bon, bref. Et il dit qu'à un moment donné, la voix off dit qu'il a encouragé le fait que les femmes puissent avoir accès à l'éducation. Et au-delà du fait que je trouve ça évidemment très bien, et que ce mec-là, de toute façon, il a changé les choses et c'était forcément très bien, enfin bon, ok. Est-ce que ça a un nom? C'est-à-dire, en gros, on parle d'autre chose pour le rendre encore plus sympathique ou sociologiquement acceptable, ou je sais pas, pour que ça qu'on puisse être convaincu encore plus que c'était quelqu'un de bien? À ma connaissance, ça n'a pas de nom. En tout cas, là, j'ai pas de nom qui me viennent en tête pour ce type de procédé, mais c'est assez commun d'associer les caractéristiques personnelles d'un individu. Là, en l'occurrence, ça relève plutôt de sa vie privée. Ouais. Et à des compétences ou à la portée de son œuvre plus générale, tu vois. Ouais. C'est une sorte de considération globale de l'individu plutôt qu'un trait caractéristique, là en l'occurrence en étant fondateur de l'ostéopathie. Mais j'ai l'impression que c'est un procédé qui est utilisé très souvent, ça. Ben, en fait, c'est assez drôle parce qu'il peut utiliser dans les deux sens, soit pour améliorer la condition de l'argumentaire, soit parfois pour la descendre. Je te donne un exemple inverse. Ouais. La théorie de l'évolution n'est pas valable parce que Darwin était raciste. Tu vois, c'est assez génial de dire ça parce que non seulement on utilise les critères actuels pour définir que Darwin est raciste, ce qui est un petit peu fallacieux, oui. Mais en plus de ça, la théorie de l'évolution n'a strictement rien à voir avec le racisme. Donc en fait, on utilise une caractéristique personnelle que ça serait plus intéressante. Par exemple, à peu près à la même période que Darwin ou que d'autres, il y a eu Jeremy Bentham, et Jeremy Bentham, c'est un des fondateurs de l'utilitarisme en philosophie morale. Ouais. Et quand on te dit que Jeremy Bentham, dans ses écrits, il soutient plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui une cause féministe, oui, bien sûr que c'est un rapport avec la philosophie morale, mais là, en l'occurrence, tu parles d'ostéopathie, tu vois, c'est un traitement biomécanique et autres, donc ça n'a aucun rapport pour moi. Ok, super. Bon, bah ça n'a pas de nom, mais ça se trouve ça a un nom. Ouais. Ça se trouve on ne le sait pas. Pas à ma connaissance. Ok. Bon, super. Peut-être à plus tard. Ça marche. Salut. À plus tard. Ciao. On continue. Il y a eu un petit bug parce que la vidéo s'est arrêtée. Voilà. Cet immeuble abrite à l'époque autant de praticiens qu'il compte de fenêtres. Ah merde, il n'y a plus de batterie. Un nouvel hôtel est construit. Bon, si ça coupe, je rechangerai la batterie. Les patients venus de l'extérieur. Aujourd'hui encore, la petite ville bénéficie de la notoriété d'Andrew Taylor Still. Non loin du monument à sa mémoire se dresse l'université privée qui porte son nom, ainsi que l'école de médecine ostéopathique de Kirksville. Aux États-Unis, la discipline est mieux reconnue qu'en Europe. Dans ce grand amphi,
Une centaine d'étudiants en ostéopathie suivent un cours sur les fonctions de l'épaule. Donc ils vont penser à l'estomac. Spécialisée dure 4 ans Je plaisante. et débouche sur un diplôme de même valeur que les études de médecine conventionnelle. Un diplôme de 4 ans qui a la même valeur qu'un diplôme de médecine traditionnelle, ça veut dire quoi, même valeur? « 33 établissements privés proposent aujourd'hui un tel cursus aux États-Unis. Une année à Kirksville revient à 60 000 $ environ, des frais de scolarité équivalents à ceux des écoles de médecine privées aux États-Unis. Karen Snyder observe un intérêt croissant pour l'ostéopathie. Notre culture est de plus en plus holistique. L'humain est appréhendé comme un tout. Il s'agit de voir s'il est en bonne santé d'un point de vue spirituel, émotionnel et physique. Quand je reçois nos futurs étudiants en entretien, c'est ce qu'ils me disent, qu'ils s'intéressent à cette démarche globale. Quelques 100 000 ostéopathes exercent actuellement aux États-Unis et 30 000 nouveaux sont en formation. Bientôt, près d'un médecin sur 5 dans le pays sera un ostéopathe. La partie médicale de la formation est la même. La grande différence réside dans l'apprentissage des thérapeutiques manuelles. Ce que je vous disais tout à l'heure, le tronc commun, puis après... Beaucoup d'écoles de médecine enseignent de nos jours une approche holistique du patient. Heureusement. Cette démarche était déjà celle d'Andrew Taylor Still. Sa conception initiale, baptisée ostéopathie pariétale, s'intéresse aux os, aux muscles, aux tendons, aux ligaments et aux fascias, ces tissus conjonctifs qui mettent en liaison toutes les régions du corps. Et encore, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas que les fascias qui mettent tout en liaison, les artères, les nerfs, la peau, la lymphe, je ne sais quoi. On se rapproche aujourd'hui de la kinésithérapie et de la chiropraxie. En 1930, un élève de Still étoffe l'approche ostéopathique en développant la thérapie crânio-sacrée, qui s'intéresse aux tensions qui affectent l'axe constitué par les os du crâne et le sacrum, au niveau du bassin. Les pressions subtiles exercées par le praticien agissent sur le système nerveux central et rendent sa mobilité à la colonne vertébrale. Agissent sur le système nerveux central. Au début des années 1980, regardez ce documentaire, agit sur mon système nerveux central. Touchez cette batterie, regardez l'heure, ça agit sur mon système nerveux central. Une troisième technique je fait suis son chiant, apparition. je sais. L'ostéopathie viscérale, qui repose sur la palpation des organes de la sphère digestive. Le français Jean-Pierre Barral a largement contribué à développer les manipulations viscérales. Il réalise ses premières observations dans les années 1960, alors qu'il est kinésithérapeute en hôpital. C'est pas uniquement la sphère digestive. L'ostéopathie viscérale se veut traiter tout ce qui est viscères, poumons, cœur, tous les fascias, toutes les parois, et le système urogénital et le système digestif. Parenthèse fermée. Soigner un patient pour une histoire de douleur dorsale. Il est revenu me voir 15 jours après et je lui dis comment vous allez-vous? Il me dit très bien. Mais il me dit c'est pas grâce à vous, j'ai vu quelqu'un. Bah donc tu l'as pas soigné. J'ai soigné un patient. J'aime pas les... Je vais pas faire une attaque ad hominem, je m'attaque à son propos. Je n'apprécie pas quand on dit je soigne un patient. C'est que du vocabulaire. Quelqu'un dans la montagne, un guérisseur, il m'a fait quelque chose sur l'abdomen et depuis j'ai plus mal au dos. Et pour moi ça a été quelque chose... Est-ce que ce serait pas une combinaison de son approche à lui et du guérisseur? Lui, ça a changé sa vie, d'accord, tant mieux. Mais c'est pas très ce scientifique. guérisseur avait stimulé les organes internes de son patient, qui sont reliés au dos par l'intermédiaire des fascias. Pas que. Lorsque sa mobilité est restreinte, la zone abdominale et thoracique peut provoquer des douleurs dans d'autres parties du corps. Comme n'importe quelle zone du corps. Intrigué par cet épisode, le Français entame des recherches de longue haleine et va mettre au point le concept de manipulation viscérale. C'est quoi ces recherches de longue haleine?
Un pas de plus vers une prise en compte vraiment globale du corps. Chaque organe donc, a une fonction particulière qu'on peut aider dans la mesure où un organe, s'il a ce qu'on appelle une fixation, il bouge mal. On va prendre un exemple, par exemple, vous avez un poumon avec une bronche qui est très tendue, qui est spasmée, qui est serrée. Et bien, nous, avec les mains, on va relâcher le spasme de la bronche, on va faire bouger un petit peu les côtes, on va faire bouger le poumon pour essayer de rendre un poumon beaucoup plus fonctionnel, d'avoir un meilleur niveau d'oxygène et moins de gaz carbonique. Trop de raccourcis là. Jean-Pierre Barral vit en... Beaucoup de suppositions qui peuvent paraître logiques, hein. Aucun problème avec la logique, mais ça paraît logique, ce n'est pas forcément parfaitement logique et parfaitement prouvé. D'avoir un impact manuel de manière directe sur un poumon reste à prouver. Dans Camargue, mais passe le plus clair de son temps aux quatre coins du monde pour donner des formations et des conférences sur sa méthode. Appel à la popularité. Il est très demandé et ses patients doivent attendre Appel à la popularité numéro 2. pour obtenir un rendez-vous. Il a de très beaux chevaux, notamment. Aucun rapport avec le reportage. Il est disponible pour son ami Philippe. Celui-ci a périodiquement mal au dos, au point de ne pas pouvoir lever le bras. Cas clinique, mal au dos, problème pour lever le bras. Commence alors par appliquer le principe de l'écoute. Ce qu'on appelle l'écoute, finalement, c'est de dire à l'organisme, tu me racontes ta vie. On met sa main sur le corps et puis on sent des tensions. C'est pas la personne qui nous dit ce qu'il y a, c'est l'organisme qui nous dit il y a quelque chose qui n'est pas normal à ce niveau-là. Et après, c'est d'interpréter ce qui n'est pas normal. C'est faire confiance à l'organisme qui a une mémoire fantastique et il n'oublie jamais rien. Il n'oublie jamais rien. Vous tombez sur le coccyx à l'âge de 5 ans, un jour vous aurez un problème. Non, en fait, je voulais pas l'interrompre parce que c'est sa façon de travailler, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle des biais de confirmation, je crois, c'est-à-dire que et des facteurs confondants. Les facteurs confondants, c'est quand on prend pas en charge, quand on prend pas en considération tous les facteurs qui influencent un résultat ou qui influencent quelque chose. Et le biais de confirmation, c'est quand on a déjà une idée préconçue et que on va avoir l'esprit qui va aller chercher les arguments qui vont confirmer ce qu'on a déjà comme idée préconçue. Je crois que c'est ça, je ne vais pas appeler Mathias toutes les 3 secondes, mais la problématique c'est il écoute, mais il est attentif, il est disponible, ok, mais il y a trop d'interprétations, et il le dit lui-même. Le tissu a peut-être une densité, le tissu a peut-être, il se passe peut-être quelque chose, mais lui il en interprète quelque chose, c'est-à-dire qu'il se permet de traduire une sensation qu'il a lui dans son cerveau en essayant de considérer qu'elle est fiable. Et ensuite, il y a quoi qui m'a choqué? Oui, là où je me permets d'interrompre, c'est on peut pas dire quelque chose d'aussi catastrophique. Merde, il n'y a plus de lumière. Voilà, je finis là-dessus, ce sera la première partie. Voilà, on peut pas avoir un discours qu'on appelle catastrophisme en disant si vous tombez sur le coccyx, vous allez avoir mal plus tard. Déjà, il n'a pas de boule de cristal, et ensuite, c'est pas parce que vous tombez sur le coccyx que vous abîmez quelque chose, et c'est pas parce que vous abîmez quelque chose que vous allez avoir mal, et c'est pas parce que vous avez mal que vous avez quelque chose forcément d'abîmé. Non, c'est gênant, c'est gênant. Et il faut pas oublier quand même que, en conclusion de cette première partie de l'analyse du documentaire d'Arte, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, je ferai la deuxième partie, là, on a 22 minutes, et il nous reste donc environ 25 minutes. Voilà. On voit plus rien. De toute façon, j'ai plus de batterie non plus sur celle-là, donc je l'avais dit tout à l'heure. Prenez bien soin de vous.